vraiment que Moshe Rabbeinu était en train de juger la journée entière, ça c'est inconcevable. Pourquoi c'est inconcevable? Parce que la Gemara demande, Torato, matin Naaset, il ne va pas avoir le temps d'apprendre. C'est intéressant. On voit, en dépit du fait que juger, c'est une mitzvah, c'est très important. Mais l'idée que Moshe Rabbeinu va se consacrer même à une activité sacrée, comme juger selon la Torah, toute la journée, c'est inconcevable toute la journée parce que qu'est-ce qui se passe avec son limoud à lui? C'est manière, en parenthèse. Non mais tout ça, Attends. Hein? c'est évident. Je veux dire Ouais, qu'est-ce qui est évident? C'est évident qu'il doit manger, il doit Non, on parle pas de manger. Même si c'est dit tout le temps il étudie, il est évident que c'est pas tout le temps, on ne peut pas tout le temps, il faut dormir, il faut Mais se reposer. qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire que dans la Torah c'est écrit, Richard? Qu'est-ce qu'on peut faire que dans la Torah c'est écrit? V'yamod ha'am al Moshe min haboker ad ha'erev. C'est écrit que le peuple était là en train d'attendre que Moshe va les juger. Min haboker ad ha'erev, ça veut dire littéralement du matin, du lever de la journée jusqu'au soir. C'est pour ça qu'il a délégué. C'est qu'Akadosh Baruch Hu donnait la connaissance à Moshe Rabbeinu, tandis que les autres. Là, il a délégué. Tout ça, c'est très beau, ce que tu dis. Là, il a délégué. Très beau. Mais aussi comme Richard, c'est très beau, très émouvant. Mais la Gemara dit, il y a un verset qui dit qu'il jugeait du matin jusqu'au soir. C'est toute son activité, c'est de ça. Alors la Gemara s'étonne, elle s'étonne, elle dit, mais comment c'est concevable? Parce que quand est-ce qu'il va avoir le temps? Pas de manger, on s'en fout qu'il ne va pas manger. Mais quand est-ce qu'il va avoir le temps d'apprendre? Ben oui. À la mitzvah d'apprendre. Et tu as raison, Sion, Il a dû déléguer. plus tard, c'est la raison pour laquelle Yitro est venu plus tard. Il a dit, mais on est maintenant dans la question. Mais avant, il trop là. Avant Yitro, El Alomar Lecha, plutôt ça nous enseigne que si ce n'était pas littéralement qu'il était en train de juger toute la journée, qu'est-ce que ça veut dire Mina Boka de Erev? Ça nous enseigne que Kol Dayan, Shedan Din Emet Lamito, n'importe quel juge qui juge un cas selon la vérité absolue, Afilu Sha'achat, même si c'est pendant un petit moment, Ma'ale Alavakatuv, c'est considéré, la Torah considère ça Ke'ilu Na'asa Shutaf la Kadosh Baruch B'Maaseh Bereshit. C'est comme si ce juge est devenu partenaire avec Kadosh Baruch Hu en ce qui concerne la création du monde. Pourquoi? Ktiv Hacham, c'est écrit ici, V'yamod ha'am al Moshe min haboker ad ha'erev. Et c'est écrit là-bas dans le contexte des 6 jours de création. V'yi erev, v'yi voker, yom echad. Donc on voit que la justice est tellement importante que c'est ça en fin de compte qui maintient le monde. Pourquoi on est shutafim? Parce qu'Akadosh Baruch Hu crée le monde, entre autres, pour sa volonté, pour que sa volonté soit manifestée. Et quand on parle d'une société, il faut savoir comment gérer cette société. Alors, ce sont les lois de la Torah et qui sont exécutées ou qui sont déterminées par les juges. Donc de ce point de vue, ils maintiennent le monde qui a été créé dans ce but par Akadosh Baruch Hu. Ils sont partenaires, oui. Alors vous avez dit que c'était... Et c'est pour ça justement, je m'excuse, que ce qui se passe aujourd'hui avec les juges en Israël, c'est une catastrophe. Parce que une des premières, quand on parle de la Géoula, il faut savoir qu'il y a plusieurs étapes, il y a 5 étapes à la Géoula. Mais la première étape, c'est l'anéantissement du mal. Ça ne veut pas dire nécessairement au niveau physique, mais ça veut dire que, comme on dit, l'imchok est un roi. Et vous savez que les brachot dans la Mida, ils sont là dans un ordre. Et l'ordre, il n'est pas par hasard. Et quand on parle de la bracha des shoftim, elle précède la bracha de Yerushalayim, du Mashiach. D'abord, les shoftim, c'est très important de régler cette affaire de shoftim. On voit aujourd'hui à quel point c'est une travestie, c'est ignoble ce qui se passe aujourd'hui. On le voit de plus en plus, justement pour nous faire comprendre à quel point ça ne marche pas. Parce qu'ils sont en train d'incorporer une justice à la Goy,
une justice européenne. Ils essaient de l'établir ici, dans le Moyen-Orient, et ça ne marche strictement pas. À des tueurs et des voleurs. Dramatique, ils ont libéré des gens. Non, pas seulement ça, ils ont maintenant... Le fait même qu'ils ont été prêts à écouter quelqu'un de la gauche qui a essayé de demander qu'on va incorporer 14 000 gens de Gaza et les traiter dans nos hôpitaux. Le fait qu'ils étaient même prêts à juger ce cas, ça aussi c'est de la rigolade. Ça veut dire quoi ça? Il y a plein de cas. Pas seulement ça, la justice, pas seulement ça, mais quand il y a des manifestations, et il y a des gens des Haredim, c'est pas bien ce qu'ils font, mais quand il y a Haredim qui s'allongent sur la route et qui empêchent qu'il va y avoir de la circulation, qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, il y a une trentaine de gens qui sont mis en prison. Mais quand il y a les gens à Tel Aviv qui empêchent la circulation de circuler et qui brûlent des feux sur la route, il n'y a pas on n'a pas un qui est mis en prison. Parce qu'on voit à quel point c'est... Là, on parle de docteurs. À chaque fois, ils disent que ce sont des docteurs qui manifestent. Mais Kitso, on voit ici la justice. Je n'ai pas compris si on revient au sujet, à notre sujet. C'est le sujet, je n'ai pas dérapé, tout ça fait partie du sujet. Mais moi je reviens à la Gemara. Oui, à la Gemara. Vous avez dit que c'était avant le Matan Torah. Non, Rachid dit que c'est après Matan Torah. Mais c'était dans la Torah, c'est écrit avant. Il me semble que c'est ce que vous avez dit. Il me semble que tu as raison, mais je voulais dire que c'est écrit avant à Seat Adibrot dans la Torah. Mais on sait que chronologiquement, ça s'est passé après. Parce que comment veux-tu que Moshe, il va juger le peuple selon les lois de la Torah avant qu'il a reçu la Torah? Et comment il peut étudier la Torah? En dépit du fait qu'il y a une réponse à ça. Oui. Une réponse à ça, qu'on dit que Mara, on a reçu des mitzvot, y compris d'Imim. D'accord. Mais qu'est-ce qu'il aurait pu étudier avant la... Les lois d'Imim et de Shabbat, entre autres, qui ont été données à Mara. Ok, alors la Gemara demande Ad matai yoshvin badin. Jusqu'à quand est-ce que les juges sont censés siéger, de juger? Amar Rav Sheishet ad zman seuda. Ça c'est pour Richard. Jusqu'à quand est-ce que les juges sont censés de juger? Jusqu'au repas. Il y a un repas, il y a le temps du repas. Enfin. Amar Rav Chama Maïka. D'où est-ce qu'on voit ça? Où est-ce qu'on voit une allusion à cette idée? C'est écrit dans où? C'est écrit dans Kohelet. Eilecha eretz shemalkecha na'ar vesarecha baboka yochelu. C'est comme oi. Malheur à un pays dont le roi est jeune, jeune dans le sens qu'il est mitnaer, mais un mitzvot, il est kaloudroche, et que tes princes, pas tes princes, tes ministres, mangent le matin. Tandis que Ashrecha, heureux est le pays, Ashrecha Eretz, chez Malkacha Ben Chorim, dont ton roi est libre, Vesarecha Be'et Yochlu, et ces ministres vont manger au moment qui a été déterminé, Bigvura, Velo Boshit, dans la puissance, ils vont manger au moment venu dans la puissance, et Velo Boshti, et je ne vais pas avoir honte, Bigvura Shel Torah, Velo Beshtia Shel Yain. Quand on dit Bigvura, ils vont manger dans la puissance, ça veut dire qu'ils vont être dans la puissance de la Torah, et pas s'affairer avec boire du vin. Ça veut dire, bref, ça veut dire que les juges, on vient de dire que les juges, jusqu'à quand ils jugeaient? Jusqu'à l'heure du repas. Ça laisse entendre que le repas c'était tard. C'était au moins, je ne sais pas, c'était pas avant 1 heure de la journée, disons. Et pourquoi? Parce qu'ils ne mangeaient rien avant de d'abord juger, parce que ça c'était primordial. Ils ne vont pas commencer à s'occuper de eux-mêmes avant de juger. Entre parenthèses, dans Masechet Brachot on dit que c'est considéré comme répréhensible le matin de d'abord manger avant de prier.
Pourquoi? Parce que quand on mange avant de prier, c'est-à-dire que d'abord on s'occupe de nos besoins corporels. Moi j'ai faim, moi j'ai envie de... D'abord je m'occupe de moi. Après je prie à Kadosh Baruch Hu, et je reçois sur moi-même le jour Ol Malchut Shamayim. Et ça c'est considéré très répréhensible parce que ça doit être l'inverse. D'abord tu te connectes à Kadosh Baruch Hu, qui t'a redonné de la vie le matin, qui te fait vivre ça chaque instant. D'abord tu te connectes à lui, après tu t'occupes de tes besoins corporels. Et c'est un petit peu la même idée avec ce verset de Kohelet qu'on vient de voir, que quand on a un pays où les ministres ils mangent tôt le matin, ils n'ont pas la discipline de se retenir et d'attendre. Ils sont surtout affairés, ils sont surtout pris par leurs besoins corporels, plutôt que d'attendre, de s'occuper des choses importantes, et plus tard pendant la journée, ils peuvent se mettre à table et manger. Richard, tu voulais demander et dire quelque chose. Avec votre aimable autorisation. Aimable. Cherchez le mot aimable. Voilà. Et je veux dire que la preuve, c'est lorsqu'on a des besoins naturels au cours de la mida, on s'arrête. Donc c'est évident qu'on fait passer ses besoins personnels, ce qui est normal, c'est humain. Pourquoi tu regardes eux et pourquoi tu ne regardes pas moi? C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Tu es en train de parler avec le public ou tu fais quoi? Un discours politique? Je m'adresse parce que tu t'adresses au peuple. Tu il va t'adresses. dire des choses Tu entends? Moi, je laisse le Denis, privilège au Rav. Il y a une grande Mais différence. vous ne connaissez pas Denis. Il n'y a rien à voir ce que tu t'as dit encore une fois. Strictement rien à voir. C'est exactement le contraire. Strictement rien à voir. Tu entends Richard? Regarde-moi une seconde. Il n'y a pas l'ambition. À part moi je sais. Ah non. Quand les gens ils s'arrêtent au milieu de la mida, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce qu'ils ne peuvent pas se concentrer, ils ont une envie très forte d'aller à la toilette. Donc tu ne peux pas en même temps être concentré dans la prière quand tu as de ce ressentiment. Là, il n'a pas le choix. Tandis qu'ici, on parle d'un cas où il a le choix. Il n'y a personne qui te dit, maintenant tu dois manger à tout prix à 6h du matin avant de prier. Non, après manger à 7h30. Il a faim, il a soif. Oh non, le pauvre chéri. Oh, le pauvre chéri. Shalom, On va- il va, écoute, je vais te dire, il y a une halakha qui dit, pour des gens comme toi, une halakha qui dit que si on est faible, peut-être comme d'autres personnes, si on est faible, on a du mal à se concentrer pendant la tefila. C'est surtout une halakha qui s'applique le Shabbat, où la prière est plus longue. On a le droit de manger quelque chose avant d'entamer la prière. Parce que sinon, comme il est faible, le pauvre, il va avoir du mal à se concentrer. Donc là, c'est permis, autorisé de manger avant la tefila du Shabbat, ou s'il est malade ou s'il est faible. Mais tant que ce n'est pas une mauviette, alors il est censé de d'abord prier, après qu'il prie, il mange. Ok. Faut-il manger pour vivre ou vivre pour manger? Café Obama, tu sais pas ce que c'est? Café Obama, c'est quoi? C'est un noir khalash. C'est un noir, comment? C'est quoi? Khalas faible. Faible. Ok. C'est lui qui dirige les États-Unis. Tanoura Banan. C'est écrit, on est toujours dans le même contexte de Arrêtez la politique. Tanoura Banan. Sha'a Rishona Ma'achal Ludim. La première heure du matin, de la matinée, c'est le moment où les Ludim se mettent à table. Et c'est qui les Ludim? Regardez le Rashi. Ludim. Entre parenthèses, il y avait un Rashi important juste avant Ludim, chez Malkecha, parce qu'on avait dit heureux es-tu que ton roi Ben Chorim, il est en liberté. C'est quoi Ben? Rashi explique Dayanecha. Non, il n'est pas en liberté. Il est. Oui, il est Ben Chorim, il est Chofshi de ses envies. Dayanecha Dayan Karoui Melech. Le roi, on l'appelle aussi le juge, aussi appelé un roi. Shneema Melech Bamishpat Ya'amid Eretz. Ok? Donc, prochain Rashi, Ludi. Uma Shekorin Kanalish Kanlinch. Ve'ochle Adam hen. Ve'hem Ra'avtanin. C'est des cannibales. Et les cannibales, c'est connu, c'est des gens qui ont toujours très faim. Pour ça qu'ils ont... Et ils mangent dès le début de la matinée. Ils ne veulent pas attendre. Même pas la prière. Ils se mettent à table, ils commencent à manger, s'entre-manger. Donc la première heure de la matinée, c'est le repas des cannibales.
Ma'achal ludim. Shnia ma'achal listim. Maintenant, listim, c'est les brigands. Les brigands, oui. Ah, pourquoi les brigands? Parce que les brigands, ils mangent tôt parce qu'ils ont passé la nuit, apparemment, en train de voler, en train de brigander, je ne sais pas Ah, quoi. bon, alors justement, ils dorment là. Et, non, peut-être on va dire quelque chose d'autre, parce qu'ils ont beaucoup de... Ils doivent voler tôt le matin, donc ils mangent très tôt, je ne sais pas. Mais ça, c'est l'istim. Shlishit, la troisième heure de la journée, c'est Ma'achal Yorshin, c'est le moment où les héritiers se mettent à table. Pourquoi les héritiers? Parce que les héritiers, ils n'ont pas besoin de travailler. Et donc, ils ont le temps de se lever tranquillement à la troisième heure de la matinée, et là, ils se mettent à table. Revi'it Ma'achal Poalim, une heure plus tard, c'est le moment du repas des ouvriers. Chamishit Ma'achal Koladam. Et la cinquième heure de la matinée, c'est censé être le temps de manger pour les gens normaux. Et la Gemara s'interroge, Ini, vraiment? Il dit, mais nous, on a une autre version qui dit que la quatrième heure, c'est pas l'heure pour les poalim, comme on a dit, c'est l'heure de manger pour koladam, pour n'importe quelle personne. Et la revi'it ma'achal koladam, ça c'est la halakha. Quatrième heure de la journée, c'est le moment choisi et idéal de manger le matin. Chamishit ma'achal poalim. Cinquième heure, c'est le temps pour les ouvriers. Pourquoi les ouvriers? Parce que les ouvriers, ils travaillent. Ils n'ont pas le choix, ils travaillent et ils repoussent leur repas pour plus tard. C'est la cinquième heure de la matinée. Shishit, sixième heure, ça veut dire entre 11h et midi. Ça, c'est Ma'achal Talmidei Chachamim. C'est le temps où les Talmidei Chachamim se mettent à table. Heureusement que je ne suis pas Talmid Chacham. Et Mikan ve'elach, à partir de ce moment, c'est-à-dire après la sixième heure, Kezorek even lechemet. Quand on mange et on fait rentrer quelque chose dans le système digestif, c'est comme si on jetait une pierre dans une gourde. Ça veut dire que jeter une pierre dans une gourde, ça fait des dégâts à la gourde. Ça veut dire que c'est malsain. C'est pas bien de commencer à manger tellement tard dans la journée. Voilà, donc on a ici les moments propices ou idéaux dans lesquels on est censé de manger. Mais on voit que les Talmidei Chachamim, ils mangent tard. Parce qu'entre autres, ils sont censés de travailler sur eux-mêmes. Et ok, j'ai envie de manger, j'ai faim, tout ça. Ok, attends, repousse un petit peu tes envies et tu t'occupes avec la Torah et après des choses plus importantes. Après tu manges. C'est l'idée aussi de travailler à la midot, la Bouddha, la midot. Peut-être un jour, on va avoir le mérite aussi de faire ça. Et ça, c'est, voilà, Amar Abaya. C'est pas actuel tout ça. Pourquoi? C'est pas actuel parce que nous, on n'est pas au niveau. Et d'abord, ils disent ici la quatrième heure, c'est l'heure de Koladam. C'est quoi la quatrième heure de la journée? À 10h du matin. 10h du matin, je ne sais pas, la plupart des gens à 10h, ils sont en plein travail. Ils ont oublié. Grave. Ils ont pris un café. Très peu. Grave. De toute façon, Grave. oui. Ils ont oublié les retraités. Les retraités. Non, les retraités, c'est comme les héritiers. Ok. Sur la réflexion de. Tu manges pas tout de suite. Ouais. Le café, c'est pas considéré comme manger. Non, un café, c'est pas manger. Et pas seulement ça. Un petit ouguia, comment on dit ouguia? Un Petit cadeau, un petit gâteau. Un petit biscuit aussi. Un petit biscuit, ça, c'est pas un repas. Oui, ils sont pas dans un repas. Un repas avec du pain. Moi, je Ça sais soit à table. En France, la plupart des gens ne prenaient qu'un café le matin. Voilà. Je sais que quand je travaillais au kibbutz, Apparemment, j'ose même pas le dire. Mais apparemment, ça laisserait entendre que les Français, ils sont à un niveau spirituel assez élevé. Alors, je sais. je sais que quand on travaillait au Moshav, le matin, on se levait à 3h30 du matin pour s'occuper des poules. Après, quand tu arrives à 5h du matin, 5h30, tu fais ta tefila. À 7h, tu débordes, tu manges un lion en entier, façon de parler. Tu as super faim. Parce que tu as fait un exercice physique en plus. Ben oui. Et ça fait aussi beaucoup d'heures que tu es réveillé. Oui. Je comprends que tu peux manger les œufs Depuis frais. 5h du matin jusqu'à 8h. Tout ça pour. La morale, c'est fait. La morale, c'est que le lion, il doit faire gaffe de ne pas être dans les parages Exactement. à ce moment-là. Ok, Amar Abaya. Non, mais il veut prendre que les œufs de la poule.
Amar Abba lo amaran, on ne dit pas ce qu'on vient de dire. Elle a de l'otaim midi betzafra. C'est seulement quand quelqu'un n'a pas mangé quoi que ce soit le matin. Aval taim midi betzafra. Mais si quelqu'un a mangé quelque chose le matin, leit lan ba. Alors là, il y a pas de problème de manger. Il n'y a pas de problème quand on a dit que c'est, encore une fois, que c'est considéré comme un truc impressionnant, ou ce que les chachamim ou les juges repoussent. Ça reste impressionnant, ça reste recommandé, en dépit du fait qu'ils ont peut-être grignoté quelque chose le matin. On parle du repas. Le repas est censé être repoussé pour plus tard, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas grignoter quelque chose plus tôt. En fait, c'est s'asseoir, faire le motzi et puis manger des... Oui. Non, faire un vrai repas. Amar Rav Ada bar Ahava, mitpalel adam tfilato beit hamechatz. Lui, il dit, bizarrement, que quelqu'un aurait le droit de prier sa prière dans le bain public. Meiteve, on apporte une kushia, anichnas le beit hamechatz. Quelqu'un qui rentre dans un bain public, makom shebnei adam omdin levushin, dans le vestiaire, peut-être même avant le vestiaire, où les gens normalement se rassemblent habillés, yesh sham mikra vetfila. Là-bas, on peut apprendre, on peut aussi prier. Ve'ein tzaich lomar sheilat shalom. Et la question ne se demande même pas qu'on a le droit de dire shalom un à l'autre. Ve'meniach tfilin. Et on peut mettre tfilin. Et on n'a pas besoin de le dire, il n'a pas besoin d'enlever les tefilin. Pas seulement il n'a pas besoin de mettre les tefilin, mais on dit qu'il a le droit de mettre les tefilin. Pourquoi? Parce qu'en dépit du fait que c'est dans un immeuble dans lequel il y a un bain public, mais dans cette pièce, personne ne se déshabille, c'est pas encore à l'intérieur. Donc c'est comme une pièce, n'importe quelle pièce, on a le droit de prier, d'apprendre, de mettre tefilin. Maintenant, Makom shebnei adam omdim arumim ve levushin. Mais quand on arrive, disons, au vestiaire où les gens se déshabillent et s'habillent, donc il y a là-bas des gens qui sont nus, il y a des gens aussi qui sont habillés. Non, on ne peut pas faire la suite. Alors là, ça dépend. Yesham sheilat shalom. Bizarrement, on peut dire shalom un à l'autre. Ve'ein sham mikra vetfila. Mais on ne peut pas apprendre la Torah, on ne peut pas prier. Ve'eino choletz tefilin, il n'a pas besoin d'enlever cette tefilin. Eino choletz tefilin. Ve'eino meniach lechatrila, mais il n'a pas non plus le droit de les mettre. Il n'a pas besoin de les enlever s'il les portait auparavant. Parce qu'à l'époque de Chazal, tout le monde portait des tefilin pendant toute la journée. Donc on ne va pas lui obliger maintenant dans cette pièce de les enlever. Mais il n'a pas le droit de les mettre. Pourquoi on ne va pas l'obliger de les enlever? Pardon? Il y a des gens nus. Il y a des gens nus. Oui, c'est surprenant comme... Ah, c'est surprenant. Non, mais ce qu'il les mettait toute la journée, il les gardait toute la Eh journée. ben, mais pourquoi on ne doit pas les enlever? Il va dans un endroit où... Il n'a pas le droit de les mettre, il n'a pas le droit de les mettre, mais de les enlever. Ma baya. Non, on Il devrait devrait pas dire rentrer qu'il avec doit eux. les enlever. Pourquoi? Il ne devrait pas rentrer là-bas dans ça. Est-ce que vous connaissez peut-être le concept exotique qui s'appelle un pissoir? Oui. Pissoir. Pissoir. Urinoir. Hein? Oui. Pissotière. 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 Alors, pissotière. Alors là-bas, ça veut dire quoi? C'est une toilette. Une toilette qui est réservée à uriner. Il n'y a rien d'autre à faire là-bas. Il n'y a pas un siège, c'est seulement pour uriner. L'halakha est qu'on peut uriner et porter des tefilines en même temps. Ah bon? Ça, c'est l'halakha. Ah ouais, ça c'est... Oui. Parce qu'on À voit rien condition du tout. que les gens qui mettent des tefilines, ils prennent les lanières, qui sont normalement des les tefilines mettent qui sont derrière. devant eux, ils les mettent derrière pour empêcher qu'il va y avoir un éclaboussement d'urine et qu'il va peut-être aller sur les lanières. Mais à part ça, quelqu'un qui... Attendez une seconde. Quelqu'un qui a l'habitude de mettre des tefilines toute la journée, les gens, ils vont uriner souvent pendant la journée. À chaque fois qu'il va uriner, il n'est pas obligé d'enlever cette filine. On lui dit, tu mets les lanières et tu urines. Mais ce n'est pas dans une toilette. S'il va uriner, seulement uriner, mais dans une toilette ou si on fait quelque chose d'autre, alors là, il doit enlever les filines. Mais il va dans une pissotière.
et il va justement uriner. Il met une casquette. Alors, plus forte raison, Chaim, la plus forte raison qu'il aurait le droit. Il n'a pas besoin d'enlever cette filine s'il voit quelqu'un qui est nu. Il y a des gens habillés, des gens qui nus, il n'a pas besoin à cause de ça d'enlever cette filine. C'est ce que la Gemara nous a plus forte raison. Mais quand il rentre encore plus à l'intérieur, maintenant, Makom chez Bnei Adam Omdin Arumim, quand il rentre dans le mikveh où les gens sont tous nus, sont tous à poil, alors là, Ein Sham Sheilat Shalom, il ne peut pas dire le mot Shalom un à l'autre. Ve'ein Sarich Lomar, on n'a pas besoin de dire, on a Ein Mikra, on ne peut pas apprendre, on ne veut pas prier, Ve'tfila, Ve'choletz Tfilin, et il doit enlever cette filine. Pourquoi? Ve'ein Sarich Lomar She'eino Menichan. Oui, Et la question, on n'a pas besoin de dire qu'il n'a pas le droit de les mettre. Alors pourquoi? Parce qu'il y a une différence. On ne va pas selon le corps qui est nu, on va selon le statut de la pièce. S'il y a une pièce qui est normalement fréquentée par un mélange de gens qui s'habillent et de gens qui se déshabillent, par-ci par-là, il y a des gens nus et des gens qui sont habillés. Donc, à cause de ça, tu n'as pas besoin d'enlever tes filines. Mais quand tu arrives à l'intérieur où il y a l'eau et tout le monde est nu, alors là, il faut enlever les tefilines. Là, c'est le plus strict et sévère. On ne peut pas dire rien, même pas shalom. Et puis, il faut raison, limoud et Et tefilin. là, shalom, c'est demander comment il va en fait. Non, shalom, c'est adresser quelqu'un, dire saluer quelqu'un en utilisant le nom. Shalom, qui est un des noms d'Akadosh Baruch Hu. Ouais, c'est ça. Un des noms d'Akadosh Baruch Hu, c'est shalom. Oui. Parce que vous avez parlé de la pissotière et puis le gars, il met les... Oui, les lanières derrière lui. Mais normalement, dans cette salle, il y a aussi l'aslam. Non, ça c'est pas une Il pissotière. n'y a que ça. Je vois que ça fait longtemps que tu n'es pas allé dans une pissotière. Oui, mais des fois, il y a une pièce où on peut faire et ça et ça. Non, oui, Je non. demande. Des fois, L'endroit où il y a un siège, ça s'appelle une toilette. L'endroit où il y a seulement un truc pour uriner, ça s'appelle pissotière. Mais ce qu'il dit- J'ai appris ça ce matin. Oui, mais ce qu'il dit René, il a raison. Tu rentres dans des pièces, il y a oui. une pièce, c'est que des pissotières. Tu vas par exemple, je sais pas, Oui. bon, il y a des endroits où il n'y a que des pissotières. Oui. Et de l'autre côté, il y avait des toilettes. Et il y a un endroit où il y a des pissotières, et derrière, il y a Voilà. des portes qui s'ouvrent constamment. Alors, Il y a des alors toilettes. là, c'est interdit. ça Là, veut c'est dire interdit. une toilette. Là, c'est Non, différent. mais Ça s'appelle une Il y toilette. avait dans les rues à Paris, il y avait seulement des pissotières. Mais moi, à l'époque, il n'y avait pas de pissotière. Il y avait On faisait nos besoins de dehors. C'est des histoires. Alors, même dehors. Je dis shalom. Même à Grenoble. Attendez. Qu'est-ce qu'il doit me répondre ou pas? S'il est gentil, oui. Il peut me répondre nu. Ah non, on a dit encore une fois. Non, mais- On parle de quelqu'un, et s'il est nu lui-même, il ne dit pas shalom. Mais si tu es dans un endroit où il y a des gens qui se déshabillent, des gens qui sont nus, des gens qui sont toujours habillés, tu pourrais à la limite dire shalom à quelqu'un. Oui. Et la réponse? Lui, s'il est nu, il ne peut pas dire shalom. Maintenant, alors la question est comment ça se fait, après qu'on a vu ce qu'on a vu, comment ça se fait que, qui c'était qui a dit ça? On a vu Rav Acha Bar Ahava qui dit Mitpelel Adam Tfilato Beit HaMechatz. Quand lui il dit qu'on a le droit de prier dans un Beit HaMechatz, dans un bain public. On vient de voir que non. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et l'Agma répond Ki Ke'amar Rav Ada Bar Ahava B'Mechatz She'en Bo Adam. Lui il parlait d'un bain, un endroit, un bain public qui était vide. Il parle de ça. Mais la Gemara rejette. Veha amar Rabbi Yosef bar Chanina, merchat she'amru, le statut d'un merchat, dans lequel on n'a pas le droit de prier, d'apprendre, afal pi she'en bo adam. Et en dépit du fait qu'il est vide. Beit hakiseh she'amru, et le statut d'une toilette, afal pi she'en bo tsoa, c'est même s'il n'y a pas de la tsoa d'excrément là-bas. Là aussi, ça s'appelle une toilette. C'est pas important s'il y a ou pas. Et là, on parle ici d'une salle de bain ou un bain public qui n'a pas encore été utilisé. Elle est toute nouvelle. Alors ça c'est différent. Elle va seulement vraiment assumer le statut d'un Beit Mechaz après qu'elle commence
que l'utilisation a été entamée. Seulement une fois que les gens commencent à... Là, ça devient un Beit Merchatz officiellement. Même s'il a construit un Beit Merchatz, il y a la même chose, vous entendez, la même chose, écoutez, la même chose avec une toilette. Quelqu'un, il construit le siège, le truc, tout, c'est une toilette. Mais ça n'a jamais encore été utilisé. Alors, théoriquement, si quelqu'un n'a pas le choix, il peut entrer dans cet immeuble et prier. Parce que ce n'est pas encore considéré une toilette tant que ça n'a pas été utilisé. Bon, mais même ça, C'est pas, Aujourd'hui, quasi Même ça, les ouvriers font c'est pas très, c'est un peu comme ça. Ouais, Ok. c'est tiré par les cheveux. Ok. Tirez pas les cheveux. Tirez pas les cheveux. L'agma continue. כן, בית הכיסא המוש אף על פי שאין בוצה. אלא כי כאמר רב עדה בחדתי, והא מבעיה באה לרבינה. Alors il y a une question de Ravina qui demande, Hizmino le Beit HaKiseh, Mao. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un construit ou met de côté un endroit, il dit ça va être une toilette. Maintenant, il a désigné cet endroit en tant que toilette. Est-ce que la désignation elle-même, ça impacte? Est-ce que ça va recevoir le statut d'une toilette à cause de la désignation ou est-ce qu'on a besoin de l'utilisation pour que ça assume le statut d'une toilette? Mao. Yesh zimun ou ein zimun? Est-ce que la désignation, elle impacte? Est-ce que c'est suffisant ou pas? Velo ifshit elei. Et cette question n'a pas été répondue. Et donc on dit, attends une seconde, Lav hu adin le merchatz. Et bien apparemment, cette même question s'appliquerait à une toilette. Ça veut dire que c'est pas clair. Tu me dis que c'est chadati. Tu me dis qu'il permet. Quand est-ce qu'il permet de prier dans un bain public, quand il est nouveau, c'est-à-dire qu'il n'a jamais été encore utilisé? On voit ici que c'est une marloque, c'est un doute. Parce que le moment qu'on désigne cet endroit en tant que bain public, ou en tant que toilette, il y a quelqu'un qui dit que la désignation elle-même c'est suffisant. Alors, même si c'est nouveau et pas encore été utilisé, c'est suffisant. De désigner. Si c'est construit comme ça. Une toilette, c'est Oui, t'as raison. T'as raison. Tu as raison. Si c'est construit comme ça, il n'y a pas besoin de désigner. Oui, elle a raison. Le fait, attends une seconde, le fait même qu'il a construit là-bas des douches ou une toilette et un truc, endroit pour uriner, ça veut dire qu'il a désigné cet endroit. C'est l'action elle-même. Il a consacré sa direction. Voilà, ça a été désigné pas consacré, désigné en tant que toilette. Je suis pas d'accord. Parce qu'à l'époque, c'était pas des toilettes comme maintenant, avec le truc. Il y avait un endroit, c'était un endroit, voilà, il y avait un... Tu entends ce que notre collègue estimé, Yehuda vient de dire? Il dit que oui, mais à l'époque, ils ne construisaient pas comment on appelle ça, le WC, tout ça, le siège, ils construisaient tout. C'était quoi en fin de compte? C'était un endroit dans la campagne où il y avait peut-être un trou, et voilà, ils disaient ça c'est la toilette. En fin de compte, c'est la désignation qui est importante. Tu ne peux pas dire que la construction, parce qu'à l'époque, comme Yehuda vient de dire, il n'y avait rien qui construisait. Okay? Peut-être ils construisaient, peut-être de temps en temps un mur autour. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, avant. Aujourd'hui, on ne peut pas. Non, regardez. Aujourd'hui, enfin, avant, tout ce qui fait le bonhomme, ça reste là-bas. Tandis qu'aujourd'hui, on tire la chasse, il n'y a plus rien du tout. Alors c'est autorisé. Aujourd'hui, ça c'est le procès. Mais ça renforce. C'est vrai que dans Masechet Brachot, on parle de ça. On dit exactement ce que tu viens de dire. On dit exactement ce que tu dis. Aujourd'hui, comme il y a le truc où la saleté, elle descend et puis elle part quelque part d'autre. C'est qu'il n'y a pas de saleté dans les toilettes aujourd'hui. Et selon une opinion, ça laisserait entendre qu'on pourrait, parce qu'on dit pourquoi une toilette, c'est un endroit qui n'est pas apte de prier dedans, parce qu'il y a de la saleté. Exact. Mais dans nos toilettes modernes, comme René vient de dire, même si quelqu'un fait Gdolim, il fait ses besoins, ça ne reste pas. Et ça part. Ça veut dire qu'en fin de compte, ce n'est pas l'endroit qui est sale. Si ce n'est pas l'endroit qui est sale, laisserait entendre qu'on a oui le droit de prier dans une toilette, mais néanmoins je pense que c'est... Si le lieu il est consacré à ça, on ne peut plus le faire. Non, il est consacré à une toilette. Mais à l'époque, une toilette par définition, c'est un endroit qui est sale. Mais on a dit qu'aujourd'hui, nos toilettes, ce n'est pas le cas. J'ai compris.
Ouais, Alors mais- même si ça a été désigné en tant que toilette, peut-être on aurait le droit de prier Il y a là-bas. marque loquet. Il faut demander au rabbin orthodoxe. Orthodoxe. On n'a pas le droit, on n'a pas le droit. Non, Mais non, c'est mais- pas une question qui est très importante parce que normalement, il me semble, il n'y a personne ici qui a une folle envie de prier dans une toilette. Je ne sais pas, je Alors, peux parler. ça veut dire que dans cet endroit, Oui, on peut faire le Netilat Yadayim. La bracha. au dehors. Le Netilat moi personnellement, On se lave les mains. dans ma baignoire, dans ma chambre couchée, il y a un endroit, quand je me lève le matin, Kelly. il y a un cri, je fais Netilat Yadayim à l'intérieur de la baignoire, dans la salle de bain. Ouais. Après, je sors, je ferme la porte et je m'essuie les mains Et en le dehors. bracha dehors. En dehors. Voilà. Mais ça, c'est moi. Ouais, c'est comme ça. Ok. Ça, c'est les Anglais, ça. Oui, ça, c'est les Anglais. On peut faire dans Bébé marocain. une salle de bain s'il n'y a pas les toilettes. Oui. On peut faire la bracha dans une salle Oui, de bain. moi s'il j'ai y a une pas salle de bain toilettes. avec une toilette. Ah, il y a des toilettes. Dans ma salle de bain, oui. Ah, d'accord, voilà. Non, mais la question là, c'est en fait. Toi, tu as une salle de bain sans toilette. Voilà, c'est ça. Et où est la toilette? Il y a un Une autre. pièce à part, ouais. Tout à fait. C'est juste une salle de bain. C'est la Une classe. salle de bain. Et là, on peut faire C'est la classe. Ah oui. Quand est-ce que tu C'est m'invites? pareil. C'est du même de Il y en a Je qui sais pas, on va ont publier. il reste longtemps aussi, c'est pour ça. Alors, ça, Non, mais arabe, excuse-moi, la salle de bain, même s'il n'y a pas de toilette, on ne peut pas faire des brachot là-bas. Non, on peut pas. Ah oui, absolument. On peut faire les mains, non, mais on peut Attendez faire une les mains. seconde. Avec les mains. Attendez, je sais pas. Moi, j'ai pensé qu'on avait appris ensemble. Moi, j'ai pensé que quand on a appris, on était tous ensemble en train d'apprendre. Et maintenant, je constate que j'étais en train d'apprendre tout seul. Parce qu'on avait appris dans la Gemara avant quelques lignes que quand on rentre dans un Beit Merchatz, un bain public, à l'intérieur, l'endroit où les gens sont toujours à poil, sont nus, on ne peut pas ni prier ni étudier. La salle de bain, c'est par définition un endroit où les gens sont nus. Alors, comme c'est un espace dans lequel les gens sont nus, on ne peut pas ni prier ni étudier. Moi, j'avais pensé qu'on avait pris ça ensemble. Non, ça veut dire que c'était Donc la réponse est évidente. Hein? Ça veut dire que c'était la halakha. Non, ça ne veut pas dire. Comme j'ai dit toujours, on est en train d'apprendre la Gemara. Mais il y a tout de même beaucoup de fois qu'on voit dans les choses dans la Gemara, ça c'est la lacha. Ça c'est la lacha. Ok, Dilma, encore un petit. Ah non, on a. Attends, encore quelques mots, on finit. C'est passé vite, hein. Dilma, quand on s'amuse, ça passe vite. Ça se passe vite. Pour prochaine. Dilma, peut-être. Shine et Beta qui sait de maïs. Il dit, tu sais, en fin de compte, peut-être c'est différent. La salle de bain à une toilette. De quel point de vue? Parce que la toilette, c'est maous. Maous, c'est comme on dit en français, dégueulasse. Dégoûtant. Dégoûtant, c'est mieux. Pourquoi dégoûtant? Parce qu'il y a de la saleté. Tandis que la salle de bain, c'est pas dégoûtant. Parce que les gens, ils font pas leurs besoins normalement dans une salle de bain. Alors, c'est différent. Pourquoi c'est différent? Que dans une toilette, c'est vrai que il y a dans une toilette, on te dit que c'est peut-être la désignation en elle-même est suffisante pour accorder un statut de toilette à cet endroit, en dépit du fait que ça n'a pas encore été utilisé. Le fait même d'avoir désigné cet endroit, c'est une toilette. Mais ne dis pas que c'est la même chose pour une salle de bain, parce qu'une salle de bain, il n'y a pas cet élément de maous, de mious, c'est pas dégoûtant. Et donc c'est possible que, même après que ça a été désigné, tant que ça n'a pas été utilisé, ce serait permis de prier et d'apprendre là-bas. On est arrivé aux 2 points. Dans la salle de bain. On est arrivé à la salle de bain, voilà. Ça n'a pas été utilisé. Messieurs, bonne journée, Bezan Hashem, commentons seulement des bonnes nouvelles. Amen.